Parfait. Donc, comme je disais, bonjour tout le monde. Ici, une présentation, une nouvelle présentation qu'on a montée spécifiquement aujourd'hui pour vous sur comment se préparer sur tous les événements de vie, de mort qui peuvent arriver et qui nous amènent à faire face à des grands changements. On est réunis aujourd'hui. Ça, c'est une rencontre organisée. Bien, premièrement, un gros merci à l'institution Raymond Douer et Mme Mélanie Bouchard de l'avoir organisée et de nous avoir invités. C'est vraiment toujours très agréable de rencontrer les gens. Moi, mon nom, c'est David. Je suis avocat au Centre de justice de proximité à Montréal. Je suis avocat depuis pas très longtemps, 3 ans. Je travaille depuis 5 à 10 ans en accès à la justice. Et j'adore donner ces présentations pour pouvoir aider les gens à mieux comprendre des questions qui reviennent souvent et de le mettre le plus clair possible. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans le clavardage. On peut ralentir, on peut revenir, on peut préciser. D'accord. Donc, un petit peu sur notre organisme, si c'est beau jusque-là. Donc, l'organisme pour lequel je travaille à temps plein s'appelle le Centre de justice de proximité. On travaille très fort et on cherche à répondre à vos questions juridiques lors de rencontres individuelles. Donc, si vous avez des questions, le service SRV peut être utilisé pour nous appeler, laisser un message, nous donner vos coordonnées et on va vous rappeler. Les délais vont varier. Présentement, à Montréal, ils sont d'une semaine environ. Et vous parlez à ce moment-là gratuitement avec un avocat ou une avocate, des fois des notaires, qui font que ça. Et font ça gratuitement parce qu'on est financé à 100% par le ministère de la Justice. Notre objectif, c'est vraiment de vous empower, en bon français, là, de vous donner des outils, soit de mieux comprendre vos options. Puis des fois, les options sont bonnes, des fois, les options sont mauvaises. On vous dresse la table. Des fois, on va vous donner même des outils pour vous représenter seul. Par exemple, je vous donne des exemples. Vous avez un problème, une connaissance vient de mourir, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec son logement. On va vous expliquer qu'est-ce qui peut arriver. Vous avez un enfant, il y a une rupture dans votre couple. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos droits? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On va vous expliquer les différents processus. On vous donne des conseils qu'on appelle de l'information juridique. Vous pouvez, en cliquant, dans le fond, vous allez avoir accès à cette présentation et tous les liens avec toutes les images où il y a un petit bonhomme, une petite main qui pointe là, comme on voit ici. Ça, c'est un lien que vous pouvez cliquer pour accéder à une page. Donc ici, ça vous amènera à la page web du Centre de justice de proximité. On se retrouve dans 10 régions du Québec. Ça, c'est nos services. Encore une fois, gratuit, information juridique. Le seul hic, c'est qu'on ne va pas vous représenter. On ne va pas... Ah, je vais attendre. Parfait, donc on va continuer. Donc, c'est ça, on ne va pas rédiger des lettres ni aller à la cour. C'est une limite de notre service. On va continuer là-dessus. En fait, est-ce qu'on continue ici, Mélanie? Est-ce que ça te convient, tout le contexte? On va continuer avec se préparer, obtenir de l'aide, ou est-ce qu'on va commencer par le testament? Donc, on va revenir à ça.
Testament. OK. Donc, on va revenir à cette section par après, si on a le temps. Donc, on va discuter d'un sujet qu'on ne peut jamais oublier. C'est toujours en tête, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rédige un testament? Qu'est-ce que je peux inclure ou pas? Etc. Et je ne l'ai pas mentionné, mais la présentation est faite de façon interactive. Donc, je vais demander à tous les participants, donc tout le monde ici, sauf moi, va voter sur les questions que je vais vous soumettre. C'est des vrais ou faux. Vous allez pouvoir voter. Vous allez voir. Et l'idée, c'est en participant, bien, vous avez, puis si vous écoutez ça par après, donc, essayez de répondre à la question. Dans ma tête, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce qu'en pédagogie, on note que si on tente une réponse, que ça soit bon ou mauvais, bien, on va mieux retenir l'information par la suite. Donc, c'est ça que je vous propose. Et l'idée aussi, toujours, de vous donner des outils. Donc, première question. Au sujet de mourir sans testament. Vrai ou faux? Juan et Jeannette, couple non marié ou conjoint de fait, célèbrent la naissance de leur premier enfant. Si Juan meurt sans testament, leur nouveau-né héritera 100% de ce qui revient à la succession. Donc, je vais lancer un premier sondage. Donc, je vous demanderai, vous devriez voir maintenant un sondage pour y voter, vrai ou faux. Si Juan meurt, malheureusement, sans testament, est-ce que c'est vrai ou faux que leur enfant de Juan et Jeannette va tout hériter ce qui revient de la succession? On va poursuivre. Donc, en fait, la réponse, c'est vrai. Donc, ici, c'est justement, je vais essayer je vais vous mettre vos connaissances au défi pour vous montrer que, dans le fond, on a beaucoup d'idées préconçues. Il faut les mettre au défi. C'est vrai. Il faut savoir que quand on ne rédige pas de testament, c'est l'État qui décide des règles de la succession. Donc, présentement, et pour le futur à long terme, ce qu'on sache, si on meurt en conjoint de fait, bien, le conjoint, la conjointe n'hérite de rien. Donc, c'est une situation de grande vulnérabilité. Donc, ici, leur nouveau-né va hériter. C'est très difficile pour la survivante, Jeannette, ici, de prendre les actifs, les gérer pour l'enfant. Il y a beaucoup de carcans, il y a beaucoup d'embûches juridiques, de problèmes juridiques causés par ça. Donc, c'est un exemple où c'est vraiment pertinent d'avoir un testament. Ici, vous avez dans le lien de l'information sur toutes les répercussions de mourir sans testament. Pour une lecture plus détaillée, moi, je vais vous proposer une petite analyse rapide. Donc, dans la vie, justement, vous avez le choix. Vous pouvez mourir sans testament. Puis, il y a des avantages. De un, puis probablement vous ne serez pas là, mais vous n'avez pas besoin de penser à votre propre mort ou à la mort d'un proche ou quoi que ce soit. Ça peut être une pensée désagréable. Donc, pas écrire de testament, pas penser à la mort, c'est chouette. On n'a rien à faire, donc ça c'est sympathique. Et ça ne coûte rien de ne pas écrire de testament. Donc, on se comprend, il y a des avantages. Les inconvénients. C'est surtout pour nos survivants. On se comprend, on est mort, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'impact sur nous. Les proches, tout le monde qui peut hériter va avoir plus de dépenses, plus de risques et plus de stress. Sans exception. Même si vous vous dites « Ah, mais je suis sans sous », qu'il renonce, c'est plus cher, c'est plus de dépenses, puis c'est plus de risques. Et c'est plus de problèmes. Oui, Mélanie?
Ça serait quoi les dépenses, par exemple, auxquelles on peut penser? Donc, quand la personne meurt sans testament, il faut prévoir, donc, admettons, il y a deux cas de figure. Si la personne meurt sans testament et il faut prévoir que tout le monde renonce parce que la personne n'a pas de moyens, là, il faut aller chez le notaire pour rédiger une renonciation. Si la personne meurt, donc ça coûte de l'argent. Chaque personne qui pourrait hériter doit faire ça, donc ça multiplie les coûts. Ça, c'est très peu connu, puis on va y revenir. Un autre exemple. Est-ce que tu peux clarifier, c'est quoi une renonciation? Qu'est-ce qu'une renonciation? Oui, donc on va le voir un peu plus loin, mais je vais donner un autre exemple. Donc, si, par exemple, Juan il décède, Jeannette va quand même devoir aller chez le notaire pour son enfant, peut-être pour les parents, avec les parents de Juan aussi, pour désigner un liquidateur. Donc, ça, c'est un coût automatique. Ils vont devoir aller chez le notaire quand même pour avoir un papier officiel qui indique qu'est-ce qu'on fait avec cette succession-là. Donc, si on ne s'en occupe pas de notre vivant, nos survivants doivent aller chez le notaire pour mettre les choses au clair essentiellement vis-à-vis l'impôt, les banques. Il faut passer chez le notaire quand même. Puis, il y a d'autres considérations comme on va voir dans le cas des successions. Quand je dis succession, ça veut dire quand le jour que je meurs, là, automatiquement, la loi crée une succession. Donc, ça va être le jour que je meurs, ça va être la succession de David qui s'ouvre. Qu'est-ce qui est inclus dans la succession? Donc, l'argent, les maisons, j'imagine. Tout ce qui est à mon nom, merci Mélanie pour la question. Tout ce qui est à mon nom est inclus dans la succession. Donc, si je suis copropriétaire d'une maison avec Jeannette, la moitié de la valeur de la maison est inclue dans la maison, dans la succession. On a du faux et du semi-vrai. OK, c'est bon. On a des problèmes avec Zoom aujourd'hui, mais bon, on continue, on persévère. Donc, oui. La réponse, c'est faux. Bon, on pourrait dire semi-vrai. Comment on peut répondre semi-vrai? Donc, c'est vrai ou c'est faux, là? Semi-vrai, je ne vois pas comment ça peut devenir. En tout cas, pouvez-vous expliciter un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est faux. Mourir avec un testament c'est mieux que mourir sans testament, je vous l'accorde, mais pas beaucoup. Parce qu'un testament qui n'est pas signé devant le notaire, mais que je rédige sur un coin de table, a besoin d'être vérifié après le décès. Donc, ça, c'est des coûts. On parle d'au moins 1 000 $. Effectivement, c'est justement, on voit qu'avec cet exemple-là, la mort, ça a un grand potentiel de provoquer des chicanes. Donc, un testament qui n'est pas rédigé devant le notaire sur un bout de table, sur un coin de table plutôt, il amène une incertitude. C'est qui l'a vraiment rédigé? Est-ce que la personne n'était pas mise sous pression par quelqu'un d'autre? On n'a pas la confiance qu'amène la présence d'un ou une notaire. En plus, juste d'un point de vue, admettons que tout le monde s'entend, c'est la plus belle famille du monde. Ça va quand même coûter au moins 2, sinon 3 fois plus cher, cette démarche-là, parce qu'il y a des démarches supplémentaires à faire. Et en plus, vous n'avez pas eu l'assistance d'un professionnel juridique. Et on a beaucoup de défauts, mais au moins, on a la qualité de penser à des affaires. C'est là où la notaire a comme métier de bien rédiger ces documents-là. Donc, ça vaut la peine. Très bien. Donc,
Ici, vous avez en bas de page un dépliant de la Chambre des notaires qui explique les avantages, évidemment, de faire affaire avec la Chambre. Mais je vous confirme, en tant qu'avocat, je n'aime pas toujours les notaires. Ça fait partie de la vie. Mais ici, je peux vous dire qu'il faut toujours aller avec un notaire pour un testament. Donc, prenez-le de moi. C'est très intéressant d'avoir un notaire. Et si on regarde, c'est quoi les avantages en fait d'un testament notarié? Vous les avez les 4 ici. Seulement un testament notarié, donc écrit avec un notaire et signé bien sûr par vous, le proche. Seulement ce forme de testament-là peut à la fois être facilement retracé, peut être garanti de son contenu, donc on appelle ça un acte authentique, peut vraiment bien refléter ce que vous voulez parce qu'on a le soutien d'un ou une juriste. Et en plus, on a on peut inclure dans un testament écrit par un juriste le testament devant notaire, il répond à tous les besoins, contrairement aux autres formes. C'est un bon investissement. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous aurez dans le guide de soutien tous les liens vers les différentes ressources. Et finalement, je veux juste noter que c'est possible maintenant de faire son testament notarié avec l'aide d'un interprète en langage des signes. Et ça, c'est nouveau. Donc, si, par exemple, la personne qui rédige le testament peut ni lire ni écrire, elle peut avoir droit à un testament notarié depuis quelques années. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense. OK, prochaine question. On parle maintenant un peu plus du contenu du testament. Donc, vrai ou faux, le seul but du testament est de répartir les biens d'une personne après son décès. Donc, vrai ou faux, est-ce qu'on parle juste d'argent dans le fond? Répondre dans la section discussion. Si vous voulez juste prendre 2 secondes, est-ce que c'est vrai ou faux que le seul but, c'est de répartir les biens après un décès? Où on pense bien, on pense argent, maison, etc. Est-ce qu'on a répondu? Moi, je n'ai pas. Oui. Pardon? C'est faux. C'est faux. C'est effectivement la réponse que je donnerais aussi. Donc, évidemment, on peut mettre beaucoup de choses dans un testament. L'avantage d'y aller avec un notaire, c'est justement de nous bien rappeler tous les éléments qui peuvent et devraient s'y trouver. Donc, premièrement, c'est quoi qu'on veut comme cérémonie ou encore aucune cérémonie? C'est quoi qu'est-ce qu'on veut faire avec le corps? Donc, tout ce qui est directive pour les funérailles. On va en parler par contre un peu plus aussi de cette question-là, mais ce n'est pas une mauvaise idée de le mettre dans le testament. Ensuite, très important, c'est qui va s'occuper de vendre qu'est-ce qui appartenait au défunt, de prendre l'argent, de payer les héritiers, de payer les dettes qui restent. C'est qui cette personne-là? Donc, on appelle cette personne-là le liquidateur ou la liquidatrice et c'est un rôle très important avec beaucoup de pouvoir. Donc, on veut vraiment choisir quelqu'un organisé et qui aura la confiance des gens qui vont survivre parce que ce n'est pas un rôle facile.
cette personne-là, on peut définir dans le testament, c'est quoi l'étendue de ce qu'elle peut faire ou pas faire. Par exemple, est-ce qu'elle peut vendre une maison avec ou sans l'autorisation des autres héritiers? Par exemple, on peut dire qu'elle peut vendre même sans avoir leur autorisation pour faciliter le travail de mettre fin de la succession. Puis on va voir c'est quoi que ça implique exactement être le liquidateur. Aussi, on peut en tant que parent, on va vouloir nommer un tuteur aux enfants. C'est qui va... Donc, chacun, il y a toutes sortes de mécanismes. Idéalement, les deux parents s'arrangent pour qu'une seule personne soit nommée en cas que les deux y meurent. C'est qui sera amené à prendre soin de leur enfant. Et finalement, on peut aussi prévoir des stratégies pour les impôts, parce qu'il y a des impôts, en fait, sur la succession. Je ne suis pas comptable, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un notaire pourrait mieux vous éclairer là-dessus. Juste Question? Liquidateur. Oui. Donc, liquidateur, c'est le terme qu'on utilise pour la personne qui va, comme on disait, vendre ou vendre des biens, donner des choses aux héritiers, doit suivre des étapes qu'on va voir bientôt. Donc, c'est ça le terme. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être on va voir liquidateur, c'est quoi il ou elle fait, puis ça va être plus clair, c'est quoi son rôle. Donc, juste avant, on a mentionné qu'on peut indiquer dans notre testament nos volontés pour les funérailles. Donc, ici, prochain vrai ou faux, est-ce que c'est vrai ou faux? Michael tient absolument à être enterré dans un cimetière à sa mort. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il doit prendre des préarrangements funéraires, vrai ou faux? S'il veut absolument être enterré dans un cimetière, est-ce que c'est vrai ou faux? Il doit absolument prendre des préarrangements funéraires. On va le dire, c'est quoi des préarrangements funéraires? Ça, c'est quand on paye à l'avance pour un service, soit une cérémonie ou encore un enterrement. Donc, est-ce qu'il doit absolument faire les préarrangements funéraires? Donc, vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce que d'autres personnes se prononcent? Donc, on a un vrai. On va prendre une seconde pour y penser. Et un faux aussi. OK, parfait. On va y aller. D'accord. Donc, en fait, la réponse, c'est faux. C'est pas absolument, pas du tout requis de prendre ces préarrangements-là. Ultimement, ce qui est le plus important, c'est que les proches qui s'occuperont de nous à notre décès, ils savent c'est quoi nos volontés. Donc, comment on peut faire? On peut prendre, donc le préarrangement, on peut payer, par exemple, telle coopérative funéraire ou tel centre centre Mont-Royal, peu importe, on peut payer un organisme à l'avance pour s'occuper de notre cérémonie, de s'occuper de notre enterrement ou notre incinération. On peut le faire. Mais ultimement, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, il faut que les gens qui nous entourent le sachent. S'ils ne le savent pas, ben, ça ne servira à rien. Ils ne vont pas vous chercher, ils doivent être avisés de votre décès pour intervenir, évidemment. Donc, si on ne le fait pas, c'est correct aussi. On peut le dire à nos proches. Donc, l'idée des préarrangements funéraires, c'est tout simplement, puis c'est important, ce n'est pas pour le minimiser, c'est pour réduire les tâches de nos proches à notre mort. Mais ce n'est pas nécessaire si ça vous rend mal à l'aise. Donc, c'est vraiment pour enlever, tu sais, un décès cause beaucoup de tâches à faire, donc ce serait une tâche de moins. Mais ultimement, vos proches
pour que ça soit utile, ils doivent être au courant. Donc, oui, Michael peut prendre des préarrangements. On a ici, sur le site web de l'Office de la protection du consommateur, des conseils sur comment le magasiner, quelles règles s'appliquent. Et c'est tout à fait bien de le faire, mais ce n'est pas nécessaire pour avoir ses volontés respectées. Donc, ça, c'est une autre ressource que vous pouvez aller consulter. Un autre sujet qui revient souvent quand on parle de mort, c'est l'assurance vie. Donc, ici, un autre vrai ou faux. Au décès, l'assurance vie peut servir à payer le suivant. Est-ce que c'est vrai que toutes les choses suivantes peuvent être payées par l'assurance vie ou c'est faux? Ce n'est pas toutes ces choses-là ou c'en est juste une ou peu importe. Donc, est-ce que c'est vrai que l'assurance vie peut payer les frais funéraires, un ou une notaire, des dettes, des frais causés par le décès, comme malheureusement peut-être une garde d'enfants, donc peut-être une personne qui vient garder des enfants alors qu'un des parents est mort, tristement. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux que l'assurance vie peut servir à payer toutes ces choses? Question que je vous soumets et je vous donne quelques secondes pour y répondre. Est-ce on est unanime? C'est vrai. C'est vrai. Effectivement, elle peut payer toutes ces choses-là. Vous avez ici un lien très informatif de l'autorité des marchés financiers. Donc, je reviens à la réponse, mais on le réalise très peu que tout ce qui est assurance est en fait supervisé par l'autorité des marchés financiers au Québec, l'AMF. Les mêmes gens qui surveillent la bourse au Québec, ils surveillent les assurances. Donc, ils ont une magnifique capsule sur comment magasiner ses assurances-vie. Et entre autres, c'est qui que je nomme? Donc, on a l'option, je peux nommer mon conjoint, je peux nommer ma succession comme étant la personne qui va hériter. Donc, encore une fois, la succession, c'est David mort, là. C'est comme cette personne juridique est créée par ma mort. Bien, soit je peux nommer cette succession-là comme l'héritier comme le bénéficiaire plutôt de l'assurance vie, la personne qui va recevoir la cagnotte, ou ça peut être mon conjoint qui va recevoir la cagnotte. La différence, c'est que la succession n'aura pas nécessairement la possibilité d'utiliser l'argent tout de suite. Si c'est une personne physique, elle peut l'utiliser tout de suite. Il y a aussi des questions d'impôts qui viennent en jeu. Dans l'un ou l'autre cas, l'argent peut quand même servir à couvrir les frais reliés à la mort. C'est sûr que si on fait bénéficier l'assurance à la succession versus une personne, bien, ils vont utiliser l'argent peut-être différemment. Donc, toute une question de contexte, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je nomme ma succession ou que je nomme mon conjoint? Il y a quand même beaucoup de considérants. Il y a beaucoup ça dépend vraiment de votre situation. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est valider, est-ce que vous en avez besoin? Ce n'est pas nécessaire. Moi, personnellement, j'en ai pas, mais peut-être pour vous, par exemple, je pense qu'une famille, c'est vraiment très intéressant d'avoir l'assurance vie quand on a des enfants, mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut en avoir. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que mes proches en ont besoin? Et si oui, comment est-ce que je veux qu'ils reçoivent l'argent? Là, vous pourrez lire davantage là-dessus sur ce lien pour déterminer est-ce que je veux que ce soit ma conjointe qui hérite ou la succession. Il n'y a pas de réponse simple. C'est bon? Donc, je vous laisse un peu la question ouverte. Si ça vous intéresse,
allez chercher plus. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit appeler l'autorité des marchés financiers, ça va vers leur page, puis vous pourrez en parler avec eux, ou encore, vous pourrez appeler un centre de justice sans problème. Donc ça, encore une fois, pour juste le rappeler, c'est l'organisme pour lequel je travaille, le centre de justice de proximité. On donne gratuitement de l'information juridique au public. Mais l'autorité des marchés financiers aussi, et ce spécifiquement pour les assurances. Donc, ça clôt le petit chapitre assurance-vie. Je vous partage quelques outils fort intéressants. On a, par exemple, à ce lien en bas, comment planifier une succession. C'est un outil développé par Éducalois, un organisme qui a de l'information en ligne. Et ça regroupe beaucoup des sujets qu'on vient de discuter. Quoi mettre par rapport à l'assurance vie, par rapport à différents enjeux. Et on vous rappelle, c'est quoi les facteurs qui pourraient être intéressants à considérer en prenant rendez-vous, par exemple, chez le notaire. Il y a aussi par-dessus le bilan patrimonial. Ça, c'est vraiment un outil indispensable. Et l'idée, c'est que au-delà d'écrire un testament, idéalement, vos proches, quand vous mourrez, parce qu'on mourra tous, quand je mourrai, mes proches ils pourront voir, OK, David, il y a des comptes à, puis là, je vais inventer, ce n'est pas le cas, mais BMO, il y a des REER chez Desjardins, il y a une assurance vie chez TD, de bien l'identifier pour que la personne qui s'occupe de gérer mes choses à ma mort, le liquidateur, puisse savoir à quelle porte tourner. Donc, le bilan patrimonial, il est là pour mettre sur papier c'est où que se retrouvent vos biens. C'est qui, d'ailleurs, à qui vous devez de l'argent aussi, ça peut être ça aussi. De nos jours aussi, très bonne idée. C'est quoi mes comptes sur les réseaux sociaux? C'est quoi mes mots de passe pour qu'ils puissent fermer vos comptes? Quoiqu'il y a des mécanismes qui peuvent le faire aussi. Donc, le bilan, c'est au-delà du testament, à toutes les couples d'années. Donc, j'espère qu'en ayant vu cette vidéo, vous allez, prendre rendez-vous pour un testament notarié, le rédiger, bien sûr. Posez-vous les questions en regardant le résumé sur comment planifier une succession. Donc, est-ce que j'ai besoin d'assurance vie? Est-ce que j'ai besoin de préarrangement funéraire? Et une fois que vous avez rédigé votre testament, bien sûr, dites à vos proches qu'est-ce que vous voulez comme funérailles ou pas, etc. Et finalement, à chaque couple d'années, mettre à jour votre bilan patrimonial. C'est pas le fun. On ne partage pas la photo de nous en train hey, j'ai rédigé mon bilan patrimonial sur Facebook, toute la compagnie, mais vos proches vont vraiment vous aimer si vous le faites à votre décès parce qu'ils n'auront pas à fouiller à travers vos courriels, à travers vos documents pour deviner c'était quoi vos actifs et vos dettes. Donc, 2 petits trucs et astuces de plus pour vous. Encore une fois, tout ce qui a une main vous permet de cliquer sur un lien. Donc, des ressources pour vous. Si c'est beau, on va continuer vers des successions. Donc, justement, cette personne hypothétique, cette chose qui se crée à notre mort pour, et juste, je vais retenter une définition, là. La succession, là, je vais utiliser un mot comme chose. C'est une chose, c'est une patente, honnêtement, parce que c'est ce qu'on appelle en droit une fiction juridique. Donc, cette fiction juridique, elle est là pour englober tout ce que je possédais et tout ce que je devais avant ma mort. Donc, à ma mort, je ne possède plus, je ne dois plus. C'est la succession de moi qui a et qui doit. Donc, c'est ça une succession. La deuxième fois, je pense que ça s'est mieux passé que la première, ma petite définition. Continuons.
Succession, vrai ou faux? Gisèle, toujours endettée de son vivant, est décédée le 1er novembre 2021. Dans son testament notarié, bon, bravo Gisèle d'y avoir pensé, de faire un testament, elle lègue tout à son fils Thomas. Thomas va devoir hériter tout, même les dettes de Gisèle. Donc ça, c'est embêtant. Donc, Gisèle, toujours endettée de son vivant, est décédée le 1er novembre. Dans son testament, elle lègue tout à son fils Thomas. Vrai ou faux, Thomas va devoir hériter tout, de tout, même les dettes de Gisèle. Donc, vrai ou faux? C'est une question un peu plus poussée, là. On avance dans le niveau de difficulté. Est-ce qu'il y a des réponses? Oui. OK. Vrai. Vrai. Très intéressant. En fait, je vous rassure, la réponse est faux. Oh, phew! C'est une bonne chose. En fait, il peut. Donc, si Thomas ne fait rien, là, on va le voir, ben oui, il va hériter des dettes. Ça, c'est la triste réalité. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, pour renoncer, Thomas doit, dans les 6 mois, normalement, aller devant le notaire pour signer un document qui dit « Je refuse la succession ». Parce que, tu sais, entre parenthèses, je sais, ma mère n'a rien à son nom, elle a juste des dettes. Donc, on ne peut pas ne rien faire. Si on ne fait rien, et à ce moment-là, on va le voir ici, ça fait partie des gestes qui mènent à l'acceptation de tout, dette inclus. Donc, si dépasser les 6 mois pour renoncer, on va accepter les dettes. Si Thomas, par exemple, à la mort de sa mère, veut renoncer, mais va chercher de l'argent dans la petite caisse de sa mère, il a accepté tout. Okay. Si Thomas, par exemple, s'il décide, OK, non, je vais faire je vais hériter, normalement, s'il suit les étapes du Code civil pour bien gérer la succession, il n'y a pas à hériter les dettes. Sauf que là, il peut l'hériter s'il ne suit pas toutes les règles. On va voir c'est quoi les règles, là, en gros. Donc, je vais juste sauter ça pour l'instant, mais 2 choses qu'il peut faire sans hériter. Donc, même si Gisèle a des dettes, Thomas a quand même le droit d'aller prendre des vêtements de peu de valeur. Là, on se comprend, Gucci, laisse ça là. Mais s'il y a du linge qui tient à avoir, surtout, j'imagine, un conjoint, là, ou encore des objets de souvenir qui n'ont pas de valeur spécifique, Thomas peut les reprendre sans accepter les dettes. Donc, il peut, admettons concrètement, là, Gisèle meurt, elle a plein de dettes, elle a un testament qui nomme Thomas comme héritier. Il peut aller prendre les photos, aller voir un notaire, renoncer à la succession. Et ce que le notaire fait, c'est qu'il avise Revenu Québec qui, eux, vont à ce moment-là assurer la gestion de la succession. Donc, c'est ça concrètement ce qui peut s'arriver. Il y a aussi une autre, tu sais, si on a d'autres exceptions. Donc, si par exemple, là, j'ai l'exemple qui m'échappe, là, mais dans le fond, là, c'est que il y a toutes sortes d'exceptions qui font qu'on peut ou on ne peut pas hériter. La ligne est assez grise. Dans le doute, il faut s'informer parce qu'il y a des gestes qui ont comme effet de faire en sorte que Thomas hérite des dettes. Et c'est très malheureux. Donc, il faut vraiment être hésitant. Sachez au moins, je peux vous dire avec certitude, les souvenirs, vêtements, Thomas peut les prendre sans hériter des dettes de sa mère. Mélanie. Qu'est-ce que tu veux dire par vente de biens coûteux à conserver?
Oui, ben c'est ça. En fait, j'ai des exemples. Il faut juste que je ressorte le. Mais j'ai des exemples, mais ils m'échappent en ce moment. Je vais juste voir si je peux trouver mes Genre, références. manteau de fourrure. Non, c'est quelque chose qui va. Tu sais, un exemple un peu ridicule, là, mais admettons là, que Gisèle meurt et elle a 1000 oranges. Tu sais, elle était importatrice d'oranges de la Floride. Ici, ce n'est pas coûteux à conserver, mais c'est une autre exception. Il ne peut pas juste les laisser poireauter chez eux. Ils vont pourrir. Donc, il a le droit de le vendre, mettre l'argent de côté sans hériter de la succession. Ah, OK. C'est un exemple un peu ridicule, mais C'est pas un bien qui se conserve. ici, Dans ce ce n'est pas un bien sens-là. qu'on conserve ou encore, c'est quelque chose qui, si on était pour le garder, ça coûterait trop cher. Donc, un autre exemple pourrait être, il y a à la limite, il y a la question du logement. Des fois, on a vu des jugements qui disent on peut entreposer des biens dans le logement puis mettre fin au bail du logement parce que ça coûte trop cher de le garder pour personne, pour plus personne. Donc, mais encore une fois, ici, c'est quelque chose qui est très délicat. Donc, je vous dirais, allez vous informer au cas par cas. Si, dans le fond, le feu rouge, là, c'est vous êtes proche de quelqu'un, vous pourrez hériter de ses dettes. Doutez qu'il y a surtout des dettes et vous posez des questions pour la gestion de ces biens. Informez-vous en urgence auprès de services juridiques parce que ce n'est pas des questions simples. Donc, ici, malheureusement, il y a des. C'est vraiment. C'est un point d'ambiguïté. Puis ça le restera toujours. C'est toujours du cas par cas. Donc, cherchez de l'information. En bref, si vous voulez éviter des problèmes en prévention. Donc, on continue. On va voir maintenant les étapes d'une succession très brièvement, parce que je ne veux pas. On pourrait passer un cours là-dessus, tout simplement. Je vous propose ici un lien très intéressant de la coopérative Desjardins ou le mouvement, je pense, maintenant qu'on l'appelle. Puis, on nous met en évidence les étapes. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Donc, bien sûr, toutes les banques et tout le travail, il y en a, mais je trouve qu'ils l'ont bien monté. Donc, première étape. Donc, on nous montre les différentes étapes au décès de notre proche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, première étape, bien sûr, ça ne peut pas attendre. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Qu'est-ce qu'on fait avec ces arrangements funéraires? Donc, je pense, on avait notre monsieur, j'oublie son nom, mais qui meurt avec des préarrangements. S'il avait informé sa famille, bien, ils vont contacter la maison funéraire pour partir le contrat. Mais s'il n'en avait pas, ils vont suivre les volontés qu'il a indiquées, soit dans le testament qu'il leur avait donné une copie de son vivant, ou encore les instructions qu'il a données de son vivant. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la maison funéraire va donner une attestation de la maison funéraire du décès. Et il faut transmettre ça. Ça, c'est l'obtenir les preuves de décès, là. Il faut le transmettre au directeur de l'État civil. Et avec ça, on va obtenir des documents qui démontrent que la personne est morte. C'est lourd, mais c'est nécessaire pour... Est-ce qu'il y avait une question? Je continue? En fond, on obtient cette preuve de décès-là pour ensuite valider quel est le dernier testament du défunt. Donc, est-ce que c'est le testament dont tu m'as parlé? Est-ce que c'en est un autre? Comment je vérifie? On a des outils pour faire des recherches testamentaires. Il y en a 2 à faire. Et on peut soit payer quelqu'un ou un notaire pour faire la recherche, ou on peut le faire soi-même. C'est 20 $ par recherche. Donc, il y a 2 recherches testamentaires. Ça veut dire, encore une fois, avec la preuve de décès, je vérifie c'est quoi le dernier testament. Donc, normalement, si le dernier testament, c'est un testament notarié, on va recevoir un document de la Chambre des notaires qui va dire
le dernier testament est telle date, signé devant tel notaire. Avec ça, on peut confirmer très bien, OK, voici le testament, voici qui est nommé. Donc, on peut les tenir informés de ce qu'indique le testament, la personne qui prend les démarches. Il va y avoir une personne nommée comme responsable de gérer la succession. On l'a nommé, c'est le liquidateur. Et cette personne-là, la liquidatrice, va donc contacter les gens qui peuvent hériter s'ils le souhaitent et va faire la première, là on a des étapes administratives, mais la première grosse étape, c'est le fameux inventaire, donc évaluer la valeur des biens qui dépasse un certain montant. On n'a pas besoin de donner une valeur à chaque cuillère. Il faut donner une valeur marchande aux biens qui dépassent 100 $ et soumettre cet inventaire-là aux personnes qui peuvent hériter. On appelle ça un successif. Donc, la personne qui peut hériter, qui n'a pas encore choisi, c'est un successif. Donc, le liquidateur ou la liquidatrice va, dans le fond, soit elle-même, soit avec l'aide d'un évaluateur, mettre une valeur sur qu'est-ce qui est l'actif de la succession, puis qu'est-ce qui est les dettes de la succession. Il dresse un portrait. Il va noter ça sur un registre public et par la suite, donc, on garde en tête que la succession a une première fonction, là, c'est de payer les créanciers. Donc, il va y avoir des étapes pour avertir les gens, OK, je suis le liquidateur, il faut le mettre sur un registre public. Ensuite, il y a une deuxième étape, il faut avertir que l'inventaire est fait. Ça va être sur un registre public. Donc, toujours en tête qu'on n'est pas juste là pour distribuer, on est aussi là pour honorer les dettes du défunt. Et si on ne fait pas les choses dans l'ordre, les gens peuvent être tenus responsables des dettes personnellement. Alors que si on fait les choses dans l'ordre, on peut limiter la responsabilité pour les dettes du défunt. Donc, la liste continue. On peut voir que c'est une bonne tâche. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, je vais revenir à la présentation. Attendez-moi un instant. C'est sûr qu'on pourrait passer, comme je vous dis, des heures sans fin à en parler parce que c'est une grosse tâche et il y a toujours des points qui sont spécifiques à chaque dossier. C'est pourquoi c'est possible, des fois souhaitable, d'engager un professionnel, par exemple un notaire, mais ça peut être d'autres professionnels pour régler la succession. Donc, des fois, par exemple, des conseillers financiers ou autres, pour avoir un soutien plus professionnel. Madame Mélanie. Est-ce que vous savez si l'aide juridique peut être... on peut faire appel à l'aide juridique pour les gens qui ont peu de moyens dans ce contexte-là? Donc, l'aide juridique, merci pour la question. En fait, je pense que je l'ai sauté, mais l'aide juridique va des fois donner un mandat pour rédiger un testament, peut-être, grosse parenthèse, et des fois donner un mandat pour renoncer à une succession, mais ils ne feront pas la représentation pour régler une succession. Tu sais, toutes les démarches qu'on a vues, non, ils ne feront pas ça. OK. Puis si les gens souhaitent avoir recours à eux pour faire un testament, leur testament, est-ce que c'est possible? De faire un quoi à eux? Faire un testament? Avec l'aide juridique, c'est ça? Oui, parce que ce n'est pas des notaires. Excusez, il faudrait que je vérifie, mais oui, ils peuvent donner des mandats même pour un notaire. C'est sûr que souvent, l'aide juridique, il n'y a pas de notaire à l'interne, là, donc ils vont donner vers des notaires qui acceptent des mandats. Je sais qu'ils vont le faire pour des renonciations. Donc, dans le cas de Thomas qui voulait renoncer de sa mère Gisèle, ils vont le faire si Thomas explique que si je ne le fais pas, on va me poursuivre et je qualifie pour l'aide juridique par ailleurs.
Mhm. Mais dans quel cas ils vont payer Gisèle d'écrire un testament avec un notaire? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait valider, mais dans le doute, ça ne coûte rien de prendre un rendez-vous avec l'aide juridique. D'accord. Merci pour l'information. De rien, de rien. Ah oui, donc très important, on n'a pas parlé, on a parlé du droit comme si on ne parlait pas d'être humain. Donc, c'est toujours, quand on perd des proches, toutes sortes d'émotions. Donc, il y a la maison Montbourquette pour parler avec des gens de ce qu'on vit. Puis, tu sais, moi, je le vois à tous les jours, je suis certain que Mélanie aussi, même les interprètes, quand on vit des moments difficiles, que ce soit une perte d'emploi, un deuil, que ce soit un logement défectueux, même un achat qui nous frustre, ça peut faire du bien d'en parler avec des gens qui ont une formation. Parce que des fois, nos proches, ils ne sont pas capables de recevoir ce qu'on vit. Mais ils sont très importants. Là. Je vous souhaite d'être bien entouré. Mais ça peut être intéressant aussi de parler avec des professionnels. Par ailleurs, il y a, quand on a besoin de parler avec une travailleuse sociale, bien sûr, à l'Institut Raymond Douer, vous pouvez parler à votre magnifique équipe de travailleurs sociaux, mais sinon, à l'extérieur de ça, il y a le 811. Donc, option 1, c'est une infirmière. Option 2, c'est une travailleuse sociale. Le dernier lien, c'est un peu différent. Ça, c'est très important. Quand un décès, ça combine les enjeux d'argent et de famille. Donc, les conflits sont souvent au rendez-vous. Cet organisme, Equijustice, offre de l'aide à régler des conflits à l'amiable. On aime ça à l'amiable. Parce que souvent, pas tout le temps, tu sais, des fois, il peut y avoir des gens malhonnêtes dans une famille. Et bon, il faut prendre des démarches plus sérieuses si possible. Mais souvent, le conflit se prend parce que les gens ne se parlent pas, ne s'aiment pas même en partant. Et les équijustices peuvent aider à amener les gens à se parler. Comment? Bien, les gens ils s'engagent à se rencontrer avec un tiers bénévole formé à aider la communication. On appelle ça la médiation. Donc, ça, c'est pour aider les gens à voir est-ce qu'il y a une entente possible. Puis, il n'y a rien qui les force. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas la police, pas là pour dire toi, tu as raison, toi, tu as tort, out. C'est vraiment pour dire OK, écoutons d'abord la fille. Maintenant, écoutons d'abord la conjointe du défunt et essayons de voir c'est quoi qui cloche parce que, OK, l'un a besoin d'argent tout de suite, l'autre veut respecter ses obligations de liquidatrice. Elles ne se comprennent pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes attentes. Si on met les choses au clair, on peut réduire les conflits. Donc, il y a une troisième ressource pour vous. Nous, on réfère souvent en médiation pour les gens qui vivent un deuil. Donc, ça fait le tour des testaments. Est-ce que ça a soulevé des questionnements en particulier des participants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait traiter là-dessus? C'est sûr que c'est difficile de répondre dans un contexte de webinaire à une situation précise comme ça. Moi, je pense que ça serait préférable de consulter directement un avocat là, comme au comité, peut-être avec au centre SRV. De justice de proximité, oui. Oui, avec SRV, peut-être vous pourriez les communiquer avec eux pour exposer l'ensemble de la situation parce que là, vous risquez d'avoir une réponse erronée là, parce qu'on ne sait pas tout l'ensemble, le contexte. Mais règle générale, ça pose la question de c'est qui les héritiers en absence de testament, hein? Dans le fond, c'est ça. Oui, hein? quand on meurt,